Bonjour, bienvenue aux abattoirs pour ce nouveau jeudi des abattoirs. Aujourd'hui, nous sommes dans l'exposition de Marion Baruch et nous allons découvrir une œuvre collective et sa réactivation, une œuvre assez exceptionnelle qui s'appelle le tapis volant, qu'elle a créé dans le cadre d'ateliers en partenariat avec Myriam Rambard, Arben Iljazi, et aussi des personnes avec lesquelles elle travaillait dans le cadre de ces ateliers, notamment des personnes réfugiées, des personnes de langues étrangères de tous les continents avec lesquelles elles ont créé ces cartes qui ensuite se réactivent avec de nouvelles personnes. Ces cartes qui nous permettent d'échanger, de traduire, de comprendre la langue de l'autre. Et donc, je suis ravie que vous puissiez découvrir avec nous, avec Arben et Myriam, et également Eric et Myriam, les deux médiateurs des abattoirs, la réactivation incroyable de cette œuvre qui est le tapis volant, dans cette exposition que vous pourrez découvrir jusqu'au 19 septembre aux abattoirs. Et cette activation a lieu aujourd'hui aussi en écho avec le travail que nous faisons avec le collectif toulousain du 20 juin. Merci à vous. Bonjour Myriam, bonjour Arben. Alors dans un instant, on va dialoguer ensemble autour du jeu tapis volant, mais avant, pouvez-vous vous présenter? Myriam? Alors, ma foi, j'habite à Paris. Je n'ai pas toujours habité à Paris. Je suis plasticienne et réalisatrice mix média. Et il y a quelques années, on a travaillé sur ce grand projet de construction d'un jeu tapis volant. C'est mon tour. Je suis Arben Iljazi, artiste plasticien, dont je vis et travaille à Paris depuis 23 ans, environ. Et d'où j'ai fait, par mes pratiques, tout d'abord initiales, plus jeunes, etc., ces rencontres fructives avec Marion et Myriam, et d'autres bien sûr, mais là qu'on a commencé, se connaître un petit peu, c'est une rencontre assez entre nous, de plasticiens ou d'artistes en gros, d'un intérêt qu'on a trouvé tout de suite l'impact de nos chemins qui nous amenaient malgré le fait qu'on était complètement différents. Et on est toujours très différents. Alors le tapis a été installé hier soir à partir du dessin, la maquette que vous nous avez envoyée. On a collaboré avec l'équipe pour sortir en fait les cartes du socle plexiglas qui les protège et qui est ici aussi dans le dispositif de présentation au public donc de tapis volant. Et ça a été un vrai plaisir que d'installer ces cartes parce que d'une part ça renoue avec un côté ludique du jeu, de la découverte par l'objet du jeu et de la découverte aussi de comment les cartes vont dialoguer entre elles pour créer en fait un motif et un tapis. Et là, on a un beau tapis quand même qui fait à peu près 25 mètres carrés de surface. Donc, il occupe une grande partie de l'espace avec ce motif très spécifique. Je ne sais pas ce qui vous a inspiré au niveau du motif, s'il y a un type de tapis en particulier. Alors, le dos de cartes, comme on voit déjà en soi, c'est déjà un univers de ce tapis, dit tapis parce que c'est des cartes réunies et qui font le tapis. Et dès qu'on la détache, une carte qui devient un dos, un soie de cartes, si vous remarquez bien, c'est un choix précis parmi nos recherches très approfondies. Ça mesure le torse humain. Donc, ce sont des cartes qui respirent, qui parlent, qui écoutent, qui absorbent et qui retransmettent. Et donc, cette carte, comme vous voyez, c'est un microcosme de nos ateliers qui ont été construites fur et à mesure pour tisser des relations tout d'abord par la communication des langues maternelles et ensuite, bien sûr, le contenu très, très cher à toute personne. Ils se sont exprimés mais dans les faces des cartes, mais aussi le dos de cartes parce que
que nous voyons, c'est une mosaïque de dessins issus pendant ces ateliers, des dessins de toute personne, tout âge, toute confection, toute culture, que nous ont amené, après un petit peu d'imagination, nous ont amené bien loin dans le monde. C'est un voyage, en fait, à travers ces personnes et ces dessins, dans la particularité et intimité de chacun, mais qui dans l'ensemble fait ce lien. Et de point de vue technique, parce que c'est toujours collaborer en trois, hein, avec Marion et Myriam et moi-même. Chacun faisait ses tâches, mais on a avancé toujours par des réunions, par des rencontres comme ça, et que ça a pris cette forme. Donc, c'est devenu un réseau de cartes. Le tapis est devenu un réseau de cartes. C'est pour cela qu'on a fait techniquement une petite trouvaille de lignes conduites de carte en carte qui donne l'impression d'un tapis, en fait. Parce que nous voudrions que la carte reste carte à jouer et le tapis prend une certaine identité grâce à ces cartes. Et comme ça va ensemble. Et en fait, le tapis, ce n'est que le jeu des cartes. Et les motifs que l'on voit au dos, par exemple, sur celui que porte Myriam, par exemple, ce petit rectangle rouge qui est au centre, est-ce que c'est le début de quelque chose? Parce qu'on le retrouve évidemment dans toutes les cartes qui sont colorées de la même façon. On retrouve en fait, dans chacune des cartes, le motif du losange. Et ce motif de losange va permettre ensuite une reconnaissance de la thématique et une numération des différentes cartes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des cartes qui pouvaient être isolées, indépendantes, et des cartes qui créaient une suite de phrases qui racontaient une histoire. Oui, comme des familles de cartes. En fait, on peut dire que quelquefois, les cartes avaient été écrites, les personnes racontaient une petite histoire qui prenait 4-5 phrases. Et nous, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de les fractionner, déjà parce que ça ouvrait l'histoire. Donc, de mettre plusieurs phrases comme ça, de détacher l'histoire en 4 phrases, ça donne à chaque épisode une plus grande force. Si jamais l'histoire, elle commence en haut, elle finit en bas, elle est fermée. Et voilà, on écoute une histoire et après, il ne se passe rien. Tandis que là, l'histoire, elle est ouverte. Il y a du temps à l'intérieur, parce que souvent, c'est en fait des histoires de vie, quelque part. Et le temps se met à l'intérieur et ça permet aussi de fabriquer un jeu, c'est-à-dire, le jeu, c'est de trouver la suite de l'histoire. Alors, pour trouver la suite de l'histoire, on met, comme vous dites, un code de numération. On a mis des couleurs. On a commencé par penser que le dernier losange devait être rouge, comme un feu rouge. Ça veut dire « c'est fini ». Donc après, on a pensé, voilà, c'est la fin. Quel que soit le nombre de cartes, la carte rouge, c'est toujours la fin. Après, on a pensé, bon, ben alors au début, on met du vert, c'est le feu vert, on y va. Donc et après, on met au milieu des couleurs pour faire une suite. Donc c'était un petit peu ça la question d'une espèce de signalétique comme ça. Et après, c'est un jeu de cartes, donc on a vraiment travaillé sur le fait qu'elles ressemblent à des cartes à jouer avec le roi, la reine, le valet, etc. Donc c'est pour ça aussi que... Oui, là par exemple, on voit qu'il y a toute une histoire qui peut être racontée, comme autour d'une place de village finalement, hein, avec le cœur, le centre, le lieu de rassemblement, avec tous les lieux qui rassemblent aussi, parce qu'on se rend compte qu'en fonction des cartes, il y a cette place centrale, la place rouge, il y a aussi le stade. En fait, on part d'un noyau et puis ça s'éclate en plein de petits noyaux et puis ça crée la communauté. Et on se rend compte aussi que les motifs, en fait, sont tronqués, mais qu'il y a aussi une histoire qui peut se continuer au-delà de la carte. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que c'est venu des cartes. C'est-à-dire que, pour raconter un petit peu, c'est un jeune pré-ado ou ado, on va dire, qui s'amusait un peu avec nous. Et il a dessiné ce carré rouge. Et c'est après qu'il nous a dit la place rouge est le cœur de la cité. C'est ça qu'il a dit.
Et ce qui est intéressant, cette place rouge n'existe sur aucune carte géographique. C'est ça. Donc, c'est purement, c'est leur place où ils passaient leur journée à jouer, mais ils l'appelaient comme ça, place rouge. C'était aussi dans le contexte de leur relation, parce que c'était des collégiens, âge de collégiens, leur relation où ils inventaient aussi un langage et des lieux. Voilà, qu'on a aussi d'autres motifs qui sont venus, qui sont issus de ce jeu qu'eux-mêmes ils ont créé avec un petit peu l'appui de leur éducateur qui était super Modibo, super modérateur, super médiateur aussi de l'association qui s'appelait l'association Canal et que lui-même aussi et ces jeunes qui l'écoutaient quand il nous a parlé de la langue de Bambara qui a décortiqué carrément d'où ça vient, qu'est-ce que c'est avec toute une histoire et ces jeunes, nous-mêmes aussi, nous avons découvert comment il a pensé et qui a fait l'histoire de cette langue si importante pour toute la communauté bambara, du point de vue historique, politique, social et toutes les choses, et poétique. Et surtout commercial, parce que c'est une langue, c'est de lui qu'on a appris, que c'est essentiellement une langue née par des commerçants rebelles. Alors là, nous avons composé un tapis d'une dimension déjà assez importante, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de cartes en vérité. Il y en a combien au total de ces cartes? Eh bien, il y en a environ 500. Donc, c'est un peu plus du double de ce que vous avez ici. Et quand ça peut prendre une surface très, très grande en réalité. On a fait le calcul hier, ça recouvre à peu près 102 mètres carrés. Et lorsqu'on retourne les cartes, on a été frappé par la diversité des langues. Et là aussi, il y en a combien au total de ces langues? En fait, à un moment, on est arrivé à 60, 70, donc il y en a plus qu'une 70aine, on va dire. Et puis, il y en a qui se rajoutent encore, parce qu'en fait, il y a des cartes qui ne sont même pas encore faites, qui sont encore à l'état de carton. Notre démarche, en fait, était assez souple, que nous n'avons jamais pensé au nombre des langues. Jamais. La démarche principale, c'était la rencontre avec les personnes, sans savoir d'où ils venaient, sans savoir quelle langue ils parlaient. C'était sur le terrain, par nos actions artistiques, sur des thématiques différentes aussi sociales et artistiques. Et via d'autres organisations artistiques et associatives notre ligne de mire, c'était plutôt la création ou donner visibilité à un tissage relationnel. Bien sûr, on est passé par les langues, donc par le langage, ensuite les langues, et ensuite tout va partir de soi et que les personnes se trouvent à l'aise dans la rencontre et que les choses viennent. Bien sûr, on visait loin, mais sans savoir exactement ce que nous voulions faire avec cela. C'est ça, l'essentiel, c'était la rencontre, donner visibilité à la relation, le tissage de relation. C'est comme ça que aussi on l'appelle tapis aussi parce que ça a un lien avec le tissage. Par rapport à ce que tu viens de dire, Arden, c'est vrai qu'on n'a jamais dit qu'on ajoute des langues, ça, on n'a jamais pensé à ça. Par contre, parce que déjà, dès qu'il y avait eu une ou deux ou trois personnes qui avaient commencé à écrire, c'était déjà une magie extraordinaire. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à un moment, quand il y a eu beaucoup de cartes qui ont été faites, on a eu tendance à dire « Ah, mais oui, il y a aussi cette langue. Ah, mais cette langue, elle y est. Ah, mais on connaît cette langue, elle est dans le tapis volant. » Ou alors « Ah, mais non, on n'a jamais encore rencontré quelqu'un qui nous parle dans cette langue. Ah, mais non, mais ça, elle n'est pas dans le tapis volant. » Voilà, donc en fait, c'était jamais une question tellement de comptabilité, mais plutôt comme ça d'ouverture d'un monde. Oui,
Et l'interaction était tellement dense que ces langues maternelles sont devenues nos langues, pas de nous trois, nos langues de tous, parce qu'on échangeait peu à peu avec des mots. On a découvert même dans la rue, quand on entendait des langues étrangères, nous, parce que nous avons discuté, on a découvert des langues grâce à ces rencontres que n'étaient plus des bruits de fond ou bruits de rue ou des sonorités incompréhensibles. Non, c'était des mots et on entendait, on décortiquait d'un langage des mots que nous avons connus et découverts pendant ces ateliers et ces rencontres dans de différentes langues. Et c'est comme ça qu'il s'est rempli de langues au fur et à mesure. Ces rencontres, les langues se sont révélées. Et alors là, on a fait une petite comptabilité, bien sûr, de combien de langues plus ou moins. Chaque personne portait une langue. Alors on voit que sur chaque carte, en fait, comme on peut les retourner, il y a un sens à l'endroit d'un côté et un sens à l'endroit de l'autre. Et qu'à chaque fois, donc, on se trouve confronté à une langue, puis à sa traduction, et également, dans certains cas, au mot à mot, parce qu'il y a des langues qui, évidemment, ne sont pas aussi faciles à traduire. Et il y a une dimension presque poétique, hein, parce qu'on voit bien qu'on migre d'une langue à une autre et qu'on entre dans la structure de chaque langue. Et la diversité de ces langues montre la diversité de ce que nous sommes, hein, finalement. Ça fait partie un petit peu d'une certaine aussi chorégraphie dans le mouvement de la carte que montre ces deux langues associées et pas opposées, parce que ça tourne et ça tourne et il y a le sens, il y a la poésie, il y a la traduction, l'intraduisible, tous ces genres de choses qui on a amené justement à une étude avec d'autres personnes encore qui étaient intéressées de point de vue vraiment linguistique de cette collaboration entre langue maternelle et traduction, parce que la traduction en soi est devenue déjà une langue. Et je laisse à Myriam. D'abord, on va aussi parler du coup d'autres personnes. Par exemple, c'est une grande amie, personnalité extraordinaire, Hélène Trocmé-Fabre, qui a apporté l'idée de la traduction mot à mot qui permet de rentrer dans la structure des langues. Donc, c'est une chercheuse en sciences de l'éducation qui a écrit plusieurs ouvrages, qui a eu beaucoup d'étudiants, enfin, qui a eu une grande carrière de pédagogue. Et en particulier, elle a aussi écrit un petit livre qui s'appelle « Le langage du vivant ». Et ça nous a... Et quand elle travaillait avec nous, de nombreuses séances, elle est venue aussi au Musée de l'Homme, enfin voilà, elle est complètement impliquée dans le projet. Et toujours, on avait cette notion avec elle, le langage du vivant. Et donc, le mot à mot qui fait rentrer dans les structures et qui met aussi en évidence des choses, par exemple, dans certaines langues, il n'y a pas le verbe avoir. Voilà, des choses comme ça qui étaient importantes pour nous. Et puis la traduction, c'est un moment de partage extraordinaire. Mais le mot à mot, c'est aussi un moment de partage extraordinaire quand on construit une carte. Alors, je peux rajouter juste un détail par rapport à cela pour prendre un petit peu, pour vous donner visibilité à ce que vous avez et vous avez dans les mains déjà. Avant, Eric avait une carte, l'alphabet en géorgien, il me semble. Oui. C'est ça, non? Oui. Et c'est intéressant, c'est un jeune homme de 16 ans qui avait un demandeur d'asile qui est resté toute la nuit pour écrire bien les lettres de sa langue et ne parlait pas français et a construit des phrases ensuite de cette carte, il y a d'autres cartes, a construit des phrases du géorgien traduit lui-même en français, mais dans son esprit, c'était clair. Nous ne comprenions pas, mais nous avons découvert ça, et pour montrer la beauté de l'alphabet. Cela nous a amené en Italie dans une rencontre avec des artistes dans un musée et à Sorbonne ici, à Paris, avec un artiste italien qui n'avait jamais prononcé dans sa vie son origine ou origine de langue qu'il avait perdue.
il est venu à chuchoter. Il a dit, ah Ben, tu sais que ma grande-mère était géorgienne, elle parlait géorgien et moi je ne parle pas. Tellement ému, avec les yeux brillants d'une larme qui ne coulait pas, mais que c'était une flamme. Grâce à ces cartes-là, donc Zviadi, le jeune homme, a touché sous la peau d'un artiste qui a tenu ça pendant une vie et sans savoir à qui dire quelque chose de profond. Voilà, pour faire un lien. Ah oui, mais alors du coup, c'est très révélateur des sentiments humains. Et d'ailleurs, la réflexion qu'on se faisait avec Eric, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait des thématiques autour des cartes qui étaient inscrites sur la partie supérieure de la carte. Un jour pas comme les autres, manque de logement, la langue étrangère, message pour tout le monde. Mais nous, en consultant les cartes, on s'est rendu compte que le message d'amour était très très fréquent, qu'il y avait l'expression et la manifestation des sentiments qui ressortaient. En Wolof, on a ce mot amour. On a ici, à nouveau dans cette langue, Tingrinya, love, l'amour. On se retrouve avec cette carte, on avait vu, on l'a vu aussi en russe, je crois. Russe aussi, oui. On l'a vu dans toutes les langues, finalement. Donc il y a aussi l'universalité, finalement, des histoires qui se révèlent à travers les cartes. Oui, je suis un petit peu ému parce que ça nous amène un petit peu dans notre voyage, comme on disait tout à l'heure, parce que c'est un voyage, en fait, de personne en personne et de langue en langue et de culture et de sentiments forts des personnes. Et on n'a pas demandé d'écrire ce que nous demandions. C'était pour revenir toujours par la rencontre, ça déclenchait une envie de dire quelque chose de soi à travers les langues qu'ils pouvaient écrire, parce qu'il y avait ceux-ci qui ne parlaient même pas les langues maternelles initiales, mais allaient chercher, comme j'ai fait l'exemple de cet artiste italien, par exemple, qui n'avait aucune trace de la langue maternelle de sa grand-mère. Mais elle est restée là. Donc, grâce à une carte quand il a rencontré et qu'il a pu s'exprimer, et comme là, comme on voit, les histoires d'amour sont de personnes de tout âge et toute diversité qui relient l'amour à plusieurs dimensions de leur existence. Et c'est une transmission en même temps. C'est une transmission et c'est aussi un message parce que la carte, par exemple, en Wolof, c'était poignant parce que, bon, en fait, c'était à Aubervilliers, dans un tapis en plein air. Et ce jeune homme est venu. Et c'était poignant parce qu'on sent qu'il y a la distance. Je suis loin de toi. C'est plusieurs heures d'avion, plusieurs milliers de kilomètres. Et c'était des jeunes gens. Donc, c'est un message. Oui, il y a plein de messages, parce qu'il y a une carte en berbère de Kabylie. Je chante la souffrance de mon pays. Donc il y a des phrases qui sont extrêmement intéressantes. Et puis on s'est rendu compte aussi avec Eric qu'il y avait ce système de comptage. Alors vous nous aviez très bien expliqué, feu vert, on démarre, feu rouge, on conclut une histoire. Et on s'est rendu compte peut-être aussi que la manière dont vous aviez utilisé les repères permettait aussi aux gens qui n'étaient pas en capacité peut-être de lire ces cartes dans cette écriture-là, de comprendre qu'il y avait aussi une suite qui se faisait. Parce qu'il y a le numéro 1, il y a le numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et ainsi de suite. Et là, on a choisi en comorien, avec Eric, cette histoire qui nous a un peu touchés. Je commence, Eric, peut-être. Alors, tout ce qui est tombé au moment de la colonisation, le cacao de nous avait pris. Même si aujourd'hui nous sommes indépendants, la vie a changé. Tout ce qui est tombé par terre n'a pas propriétaire. Tout ce qui est tombé, même si au champ, du coton, du colon blanc, hélas, les forces du pauvre qui n'a pas de défenseur. Tout ce qui est tombé, on l'empêche, le fruit de ses forces de lui-même. Voilà, on a toute cette histoire qui est racontée et c'est très poétique aussi parce que c'est tourné de manière poétique. Alors je ne sais pas si c'est une histoire traditionnelle comorienne ou si c'est un témoignage personnel.
C'est un ensemble. Un ensemble. C'est un ensemble parce que c'est vécu par la personne très profondément. Il fait un lien historique avec tout cela, mais très, très bien approprié à soi et a trouvé le terrain pour s'exprimer à travers les cartes du tapis volant. Et ce qui est très beau aussi dans cette famille, c'est le grand dessin de la fève de cacao. Je pense que vous l'avez. Et, voilà. Et c'est écrit cacao avec l'écriture latine et cacao en arabe, avec l'écriture arabe. Et moi, ça me plaît toujours parce que ça montre immédiatement que les Comores sont au milieu de l'océan Indien et qu'il y a un mélange de cultures et que le comorien peut s'écrire aussi bien avec l'alphabet latin qu'avec l'alphabet arabe. Et ça, c'est intéressant. En connaissant un petit peu la personne, une personne très, très cultivée, en tout cas, qui a écrit cela, qui a saisi pourquoi le cacao déjà, parce qu'il y a plusieurs choses, comme il y a d'autres choses. Le cacao, ça lui a fait plaisir à une personne adulte assez. Elle dit, ben, à moi, comme ça, j'ai l'occasion pour une fois dessiner mon cacao, parce qu'il peut-être il le faisait quand il était petit pour s'amuser, et là, c'était pour représenter, mais avec la thématique que vous venez de lire, donc liée à la propriété, liée à la colonisation, à la politique, à la société, à l'agriculture, à toute la vie essentielle. Et donc, il a trouvé à travers ce fève de cacao tranché en deux, mis comme ça, un petit peu érotique même, je trouve, comme dessin, et que dans le bon sens, je parle esthétiquement. Parce qu'il a mis un coucher comme ça, un debout, on le voit comme artiste un petit peu, et que bien centré, sans négliger les mots précis. C'est une très grande culture aux Comores, il y a une très très grande culture. Il y a aussi une culture très grande, il y a des grands écrivains, et, une grande tradition de contes. Et puis, cette carte, elle reprend toute cette tradition, en fait. Et c'est ce qu'on a vraiment perçu, c'est ce qu'on a ressenti avec Eric. Il y avait vraiment ce rapport au conte. Alors Myriam Arben, comment tout ça a démarré? Alors, initialement, on était très, très, très touchés par les problématiques sociales en France, par exemple parmi nos expériences, sur la migration. Et j'ai découvert que Marion travaillait sur cette thématique avec d'autres personnes, etc. Myriam aussi, d'ailleurs, dans des musées et pas que. Et moi, par la voie, comme j'ai dit au début, en Italie, la première rencontre avec Marion, que nous avons travaillé pour la Biennale de Venise sur une thématique de migration, justement, pour creuser, ça s'appelait le tunnel humain, creuser un tunnel sous la mer Adriatique. C'était une utopie, bien sûr. Il y avait des architectes qui venaient de l'Allemagne, Suisse, etc. Et après, les chemins se sont croisés de nouveau à Paris, entre nous, avec ces expériences-là, où on a commencé, justement, par des pratiques simples, sans une recherche matérielle physique pour l'expression, donc aller au cœur de la problématique à travers l'expression artistique, et qu'on a créé une sorte de relation qu'on a appelée la fête des langues. Ça commence déjà là, pour pouvoir s'exprimer joyeusement de ces problématiques assez lourdes déjà. En réalité, en 2005, donc ce qu'a raconté Arben, à l'occasion d'un salon du livre en fait, antiraciste au Métallo, Arben et Marion, moi j'y étais pas, et ont rencontré quelqu'un qui a été intéressé par la démarche et qui cherchait justement qui avait un projet pour cette grande exposition qui s'appelle Naissance au Musée de l'Homme, et qui était une des responsables était Elisabeth Caillé, qui était connue pour
vouloir impliquer des artistes et des associations dans des parcours de musée. Et là, au Musée de l'Homme, il était prévu un espace de 400 mètres carrés à la disposition des personnes. Et il était prévu qu'il y ait comme ça des partenaires qui engagent des actions sur un an pour après arriver à continuer ces actions au musée même. Donc, ça nous faisait un grand terrain finalement, à la fois dans le temps et dans l'espace de travail, pour commencer un projet finalement très grand, très vaste, qui était la continuation de choses qu'on avait faites ensemble sur, comme disait Arben, la relation, la migration, la rencontre, et comment concrétiser un petit peu, comment donner une espèce de support, de matériel qui puisse continuer toutes nos recherches qu'on faisait. Et donc, c'est comme ça que cette occasion s'est trouvée, qu'on a commencé vraiment à travailler là-dessus. Et au départ, c'était l'idée de construire un jeu de cartes. Voilà. Quand vous dites tous les trois, c'est-à-dire vous incluez Marion avec vous? Oui, c'est clair que là, on est dans l'exposition d'une rétrospective de Marion Baruch. Ça fait le lien. Et le tapis, il est étalé avec une installation de Marion qui s'appelle, je crois, Trajectoire, qu'elle a faite donc assez récemment. Et ça, c'est assez touchant parce que c'est deux étapes finalement de créativité, de problématiques, et c'est toujours un peu les mêmes problématiques, de l'espace, la relation, le jeu, l'interaction. Donc nous, on travaillait ensemble en gros depuis les années 2000 ou même un peu avant. Enfin, on avait entamé des collaborations très fécondes. Et Marion est une artiste qui venait d'Italie, qui s'est installée à Paris dans les années 96 à peu près, et qui a commencé à se passionner sur la question des sans-papiers. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en tout cas elle et moi. Et qui était dans tout ce milieu très effervescent, de la fin des années 90 et début des années 2000, le milieu artistique, et pas que, le milieu culturel, artistique, humain de Paris. Alors, ce qui est très beau dans votre jeu de cartes, c'est que habituellement, un jeu de cartes implique la compétition, et puis il y a souvent un gagnant et un perdant. Et là, finalement, tout le monde est gagnant, puisque ce jeu, il est fait pour se rencontrer, voyager à travers les récits que chacun dépose sur ses cartes et aller d'une langue à l'autre. Donc, c'est quand même un jeu qui a des règles tout à fait étonnantes. On a créé aussi une règle, comment ne pas créer des règles et ne pas les appliquer. Voilà. Voilà. Parce que le jeu lui-même, la création des règles fait partie du jeu. Et bien sûr, c'était la énorme difficulté parce que quand on jouait sans règles, or que il faut se comprendre, il faut s'entendre, etc. Et bien là, c'était assez étonnant quand les gens se trouvaient sur un terrain libre, jeu avec des règles sans les appliquer. Alors, naissaient les nouvelles règles à chaque séance de jeu. Et ce qui a pris une forme poétique, en fait, de l'activation du tapis volant. Comme je disais tout à l'heure, ça fait chorégraphie dans le sens dès qu'on monte, on ignore les règles et les nouvelles s'installent pour les oublier après parce qu'il y aura toujours des nouvelles qui reviennent. Dans les cartes elles-mêmes, comme on l'a expliqué un petit peu Myriam par cette codification de couleurs ou la suite du récit, etc., qui était déjà une règle souple en soi. Ça donnait un petit peu l'imagination à chacun d'aller d'un chemin à l'autre pour trouver un récit jusqu'au bout, mais parfois que se tromper, tomber dans une autre carte d'une autre langue, mais qui se reliait. Donc, que garder cet aspect poétique, comme je disais. Donc, grâce aux règles non respectées en même temps, mais construites, qui a fait chemin. Il y avait une question, parmi vos questions. Où est-ce qu'on est, le tapis volant? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire devenir, etc. Donc, il est toujours en devenir, en tout cas. Mais ce que nous savons,
bien, c'est qu'il est au bon moment et au bon endroit, là où vous êtes dessus déjà, pour communiquer, pour étaler justement géographiquement en France, en tout cas, mais ça dépasse les frontières de la France, bien sûr. C'est par excellence un tapis volant, un jeu de cartes du monde entier, et qu'il a un très bon avenir dans ce magnifique espace. Écoutez, on vous remercie, et puis on vous dit à très bientôt, nous espérons. Merci, et c'est très, 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 très beau converser avec vous et que nous amener. Le temps nous limite un petit peu, mais c'est très beau comme ça. Merci Eric, merci Myriam. Merci à vous. Véronique, c'est magnifique. Et bonne continuation. Benjamin. Merci à vous.